On va donc parler de famille. Alors, je sais pas, vous, le chat, qu'est-ce que ça vous inspire, la famille? C'est quoi pour vous une famille? Qu'est-ce qu'est une famille? Qu'est-ce qui n'est pas une famille? À quoi ressemble votre famille? Alors, comme je suis une bonne élève, je suis allée voir dans le dictionnaire et j'ai regardé les définitions du mot famille. Je vais vous présenter nos invités dans un instant, ne vous inquiétez pas. Une famille, donc la définition de famille dans le dictionnaire, ça prend en compte souvent les parents, au moins l'un des deux, donc un ensemble parent-enfant, ou alors ça prend en compte un lien de parenté ou d'alliance, donc est-ce que ça prend en compte plutôt les liens de sang? On peut se poser la question. Ça prend en compte des générations successives, donc là ça fait un peu plus référence à, là on parle de lignée plutôt, mais on peut en parler. On peut aussi remettre ça en question, on peut en parler. Donc pareil, la descendance, etc. Ou alors un ensemble de personnes ayant des caractères semblables. Alors j'aime bien cette définition parce que là on parle de famille peut-être au sens plutôt figuré, au sens de famille. Par exemple l'exemple c'est famille littéraire, mais peut-être que ça va nous parler à nous tous là autour de ce plateau. J'ai avec moi pour vous parler famille aujourd'hui et comment est-ce qu'on va pouvoir réinventer la famille. Je vais commencer du plus proche de moi au plus éloigné dans l'ordre. Alice Rebaud, salut Alice. Salut. Alors vous pouvez prendre les micros qui sont devant vous, voilà, tip top, comme ça on vous entend. Alice, tu es journaliste au Monde et tu as sorti un livre qui s'appelle Nos puissantes amitiés, c'est aux éditions de la Découverte, bienvenue. Merci. À côté de toi, il y a Aline Laurent-Maillard. Bonjour. Aline. Aline, tu es journaliste et autrice aussi du livre Post-romantique qui lui est aux éditions J.C. Lattès. Et à côté de toi, Marie Durand. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour. Tu es co-créatrice du collectif Famille qui organise notamment, ça se passe ce week-end à Pantin, le Family Pride Festival. Donc, tu vas nous en parler. Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues. Je vais commencer très simplement, ou pas d'ailleurs, on va voir. Chacune votre tour, est-ce que vous pouvez me dire quelle est votre définition d'une famille? C'est quoi une famille pour vous? Alors, vous jetez pas sur vos micros, comme vous voulez. Je peux peut-être commencer, alors pas forcément par une définition, plutôt deux, parce que j'avais une définition jusqu'à mes 35 ans, et puis j'en ai inventé une deuxième. Voilà. Donc ma première famille, qui reste une famille d'ailleurs, avec 3 enfants et un mari, une famille nucléaire, je dirais la famille la plus représentée aujourd'hui encore. Et puis à partir de 35 ans, une famille à construire, une espèce de tribu. On n'a pas forcément de mots à mettre derrière, avec toujours les 3 enfants, avec une allo parents. Allo parents parce qu'elle a découvert ce terme dans ton livre, Aline, et ça lui a parlé, qui n'est donc pas belle-mère, mais qui est allo parents. On pourra peut-être y revenir. Et puis de l'autre côté, un papa et puis une autre femme avec des enfants. Donc la notion de famille, pour moi, depuis 7 ans, elle est à inventer, et peut-être que chacun et chacune, on peut l'inventer. En tout cas, moi, je m'y exerce. Aline? Oui, c'est vrai que quand on parle de famille, au premier abord, on a tendance à avoir une définition un petit peu simple. Et en fait, dès qu'on commence à creuser, on se rend compte que c'est beaucoup moins simple que ça. Ne serait-ce que parce que souvent, on définit ça comme en disant une famille, c'est le sang, c'est toute cette question de filiation. Or, en fait, historiquement, la famille, ça n'a jamais été ça. En tout cas, ce n'est pas systématiquement entre les adoptions qui ont toujours existé. Les enfants nés d'un parent qui n'est pas leur parent, parfois indépendamment parfois alors que le père ne le sait pas, ça arrive, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est un truc colossal. Je crois que je me demande si c'était pas 25% des enfants ou un truc comme ça qui n'avaient pas le parent génétique. On le voit de plus en plus avec les tests ADN. Donc déjà, historiquement, en fait, cette idée de la génétique, du lien de sang, en fait, il est faux. Et puis au-delà de ça, c'est aussi, donc peut-être qu'on va en parler tout de suite, de l'alloparentalité. On a aussi une vision qui est plus grande, qui peut être plus grande de la famille, dans lequel on peut dire les tantes, les grands-parents, les personnes toutes les personnes qui vont s'occuper d'un enfant et qui ne sont pas forcément dans l'arbre généalogique. Donc ça, on appelle les alloparents, les autres parents, qui peuvent être des personnes qui vivent avec l'enfant à temps plein ou à temps partiel, par exemple, du coup, ta copine. Ça peut être des gens dans la famille qui sont très impliqués. Moi, je parle beaucoup de ma sœur qui connaît absolument tout sur mon enfant et qui réclame des photos ou un coup de fil tous les 2 jours. Ça peut être une grand-mère qui va s'occuper de son petit enfant, alors quand les parents ne sont plus dans la
dans la picture, hein, Oui, dans la famille. Ils ne sont plus là. Et donc en fait, on a tout plein de façons effectivement d'être présent dans une famille, dans la vie d'enfants, et qui ne sont pas juste limitées aux parents biologiques. Et donc la famille, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est à mon avis une grosse question qui dépend un peu de chaque famille. Est-ce que dans la famille, moi je suis parent. Je suis parent, alors je dis parent parce que je suis non-binaire, je suis parent d'un enfant seul, que j'ai choisi, donc j'ai fait une don de sperme et j'ai eu un enfant seul. Mais du coup, quand on parle un petit peu de ces sujets avec mon enfant qui a 2 ans et demi, à chaque fois je lui dis ah oui, toi t'as qu'un seul parent, et il y a qui d'autre dans ta famille ? Et du coup, mon enfant cite sa grand-mère, sa tante, et puis sa grande marraine qui est ma marraine à moi, qui joue pas un rôle, qui est allo-parent en fait, qui joue allo-grand-parent, qui joue un rôle de grand-mère. Et ça permet, pour moi en tout cas, je trouve que c'est quelque chose qui est beau de se dire, c'est que la famille, oui, il y a la famille avec qui vit mon enfant, mais sa vraie famille qui est dans sa vie pas quotidiennement, mais hebdomadairement, on n'a qu'à dire, elle est plus grande que ça. Alice. Et je pense qu'il est assez intéressant, c'est de voir combien, et toutes les deux vous le dites bien, dans les pratiques en fait, en réalité, la famille c'est quelque chose d'extrêmement varié et divers, et pour autant on nous permet pas tellement finalement de mettre le terme de famille sur ces représentations plus variées. Et moi je m'en suis vraiment rendu compte en travaillant justement sur ce sujet de l'amitié et sur les récits de personnes qui décident de sortir de ce seul schéma de la famille nucléaire, donc un papa, une maman, des enfants dans son pavillon individuel, ce huis clos un petit peu resserré qu'on nous vend comme la cellule idéale, et même la seule cellule valable, celle qui serait censée être naturelle alors qu'elle n'est ni naturelle ni un invariant historique. Et bien pour les personnes qui décident de se dire au-delà des liens du sang, ma famille peut être une constellation plus variée, avec des amis où on repense le soin aux enfants, où on repense l'habitat par exemple, on repense le vieillir ensemble, et bien on a très peu de protection en fait finalement pour ces modes de solidarité là, alors que se jouent pourtant dans ces espaces là des soutiens, des refuges émotionnels, parfois matériels aussi, mais qui doivent s'inventer un petit peu en marge, sans avoir ni de canon ni tellement de représentation, même si ça bouge un petit peu, mais franchement on a besoin de beaucoup plus de récits. Et je vais rebondir, là je suis en train de finaliser littéralement aujourd'hui les derniers mots pour une enquête sur le fait que la PMA n'est en réalité dans la pratique pas ouverte à toutes les femmes célibataires. Bien qu'on en parle, ouais. Et donc il y a plein de raisons, mais là je voulais rebondir sur le fait que il y a des personnes qui se voient dans certains sécos, donc les centres qui gèrent les paillettes et notamment le sperme pour les dons de sperme, qui se voient refuser en fait leur dossier parce qu'elles vivent chez leur mère. Où là on va leur dire non, c'est un signe d'immaturité. Vous n'êtes pas prête. Et d'ailleurs, moi, je l'ai vécu aussi d'être allée chez une gynéco en France. Je suis passée donc moi, j'ai commandé du sperme au Danemark qui est venu par la poste jusqu'à une gynéco à Paris, enfin jusqu'à un gynéco. Et avant de trouver, j'ai vu plusieurs médecins pour trouver le ou la gynéco qui allait m'accompagner. Et il y en a une qui m'a littéralement dit qui m'a dit, mais vous savez que vous allez faire un enfant seul, c'est un petit peu immature de venir avec votre mère à ce rendez-vous. Alors que moi justement j'étais venue à ce rendez-vous parce que partout on peut lire que c'est bien d'être entouré lors de parcours aussi forts, et que ma mère avait encore des doutes et que je voulais l'impliquer et qu'elle comprenne tout ce qui jouait. Et j'ai trouvé ça d'une violence de m'entendre dire que j'étais immature et gamine, tout ça parce que ma vision de la famille, déjà, c'est une maternité solo, c'est quand même quelque chose de particulier, de nouveau, qui, quand on le fait de façon volontaire comme ça, à travers tout un programme médical qui a imaginé, a pensé, et qu'on est en train de me dire non, vous n'avez pas le droit de solidarité, vous devez le faire toute seule. Et c'est quand même assez incroyable comme retour ce qu'on peut avoir. On peut aussi te reprocher de faire un enfant seul, et en même temps, si tu essayes de ne pas le faire seul au sens d'être accompagné, on va te dire ouais mais non quand même, tu te débrouilles avec... Et à l'inverse, dans certains sécos, qui sont généralement les mêmes que ceux qui disent vous n'avez pas le droit de vivre avec votre mère, vont imposer qu'une autre personne, une personne ressource, ou référente, je ne sais plus quel est le terme utilisé, vienne au rendez-vous
avec la personne célibataire. Sous-entendu, toute seule, vous n'y arriverez pas, vous n'êtes pas sérieuse, il faut qu'on nous prouve que d'autres personnes sont d'accord avec votre choix. Ce qui, du coup, déjà une énorme discrimination, puisque c'est pas du tout imposé aux autres personnes, et ce qui oblige ces personnes à dévoiler ce processus, à en parler en amont, alors qu'elles n'ont pas forcément envie. Il y a plein de couples qui, pour ne pas que les gens les assaillent de questions, ou pour 36 000 autres raisons, ne parlent pas de leur PMA et vont attendre d'avoir le bébé ou d'être enceinte pour en parler. Et c'est vrai que certaines personnes disent moi j'ai voulu que ça soit un truc juste à moi parce que c'est le début de ma famille, et dans certains sécos du coup on va dire non, vous devez être accompagné de quelqu'un. Et en plus, est-ce que ça nous remet pas encore dans ce chiffre 2, là, ce duo, il faudrait que la personne référente soit une personne unique, comme dans le couple finalement, alors que dans de nombreux parcours de PMA hors couple, en fait, la constellation des personnes qui sont autour de nous sont beaucoup plus variées que ce seul chiffre 2, quoi. Et moi, si je peux rebondir Bien sur sûr. le mot constellation, que je trouve très beau, parce que du coup, on choisit. Et le choix souvent est le fruit d'une réflexion, donc ça veut dire qu'on réfléchit avant de choisir. Et la constellation, pour moi aussi, ça représente la constellation de la diversité des familles, des autres familles. Et en fait, dans cette diversité, il y a tellement à apprendre. Je pense notamment à la coparentalité, dont on parle de plus en plus, et le schéma du début jusqu'à la fin, et puis après forcément le parcours une fois par an, est absolument fascinant dans son intérêt. Et du coup, j'invite presque toutes les familles en devenir, mais toutes pour le coup, à se questionner, à comprendre et à faire le même parcours de réflexion qu'une autre famille, telle qu'on les appelle ici dans cette émission, mais en fait à la famille ou les familles. C'est ce que je veux dire, parce qu'en fait, là, on parle du fait de réinventer un peu la famille. Moi, je prends ces mots-là, mais en fait, on parle de choses qui ne sont absolument pas nouvelles. Parce que, en fait, les gens qui veulent avoir une famille et qui veulent construire des choses tout simplement avec d'autres gens n'ont pas attendu le talk de France Info pour le faire, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est typiquement un petit peu aussi le sujet du festival, c'est d'aborder la grande diversité, de mettre un peu de lumière. Alors, c'est peut-être un peu con comme question, mais je pense qu'il faut le dire. Pourquoi est-ce que c'est important de mettre la lumière sur toutes ces diversités, tous ces modèles de famille qui existent en fait ? J'allais rebondir sur ce que vous disiez, c'est que les choses ne sont pas nouvelles. Les familles existent. Pour autant, à l'école, ces familles-là doivent rentrer dans la case attendue. Un papa, une maman. Alors oui, les choses commencent à évoluer, mais pas partout. Parents 1, parents 2, mais ouais. Et elles peuvent évoluer dans certains formulaires, mais ça ne veut pas dire que la réalité de ce qui est vécu évolue. Donc il y a dans certains formulaires. Dans certains formulaires. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est que elles existent. Et donc comment aujourd'hui encore on fait le travail pour faire en sorte que non seulement elles existent, mais qu'on les accompagne et qu'elles soient accueillies telles qu'elles sont. Deuxième enjeu, c'est aussi quand même encore aujourd'hui faire famille autrement. Ça nécessite d'en parler, d'avoir des représentations, d'avoir des gens qui donnent aussi qui aiguillent, parce que ces parcours dont tu parlais dans les sécos, ou des parcours de GPA, ou des parcours d'adoption, parce que l'adoption, oui, les couples LGBT peuvent avoir accès, mais dans la réalité, c'est très très compliqué. Donc il y a une vraie différence entre ce qu'on entend c'est plus un sujet, de la réalité. Et donc dans ça, il y a l'entraide. Et quelque part, en fait, nos familles, c'est presque déjà une famille en tant que telle, parce qu'en fait, il y a une entraide qui est absolument incroyable. Donc l'idée d'un festival comme ça, c'est à la fois l'entraide pour faire famille, mais aussi pour dire qu'elles existent, qu'on n'a pas attendu d'avoir le droit de les faire, et d'ailleurs qu'elles existaient bien avant qu'il y ait cette représentation un peu unique. Donc on est là pour les fêter, parce que franchement, en fait, ceux qui en parlent le mieux, ce sont nos enfants. Ils ont des mots qui sont incroyables, c'est si simple en fait. Ouais. Et moi là, je reviens il y a 2 jours d'un week-end qui est organisé par l'APGL, qui est l'association des parents et futurs parents LGBT+. Et c'est toujours un moment absolument dingue d'être réunis. Donc c'est un club vacances qui est entièrement du coup rempli de familles LGBT où les parents sont LGBT. Et c'est toujours incroyable de voir déjà, tu disais, l'entraide en fait, parce que ce 100% de parents qui ont désiré des enfants, 100% des parents qui sont là parce qu'ils aiment l'entraide, ce côté communautaire. Donc les enfants peuvent aller exactement partout parce qu'il y aura toujours un adulte qui va s'occuper d'eux. Et surtout donc déjà c'est très beau de voir à quoi pourrait ressembler une société où les gens désirent les enfants. Et je pense que faire famille, c'est aussi parler du désir ou du non-désir d'enfants. Bien sûr. Et pour les enfants, c'est aussi des moments qui sont magiques parce que, comme tu le disais, trop souvent encore, les enfants ne se sentent pas à l'aise vis-à-vis des autres, pas à l'aise
à montrer leur schéma familial, qu'ils n'ont pas envie d'expliquer, de justifier. Et donc là, tous les enfants se sentent extrêmement libres parce qu'ils savent que personne ne va les juger sur leur famille. Et ça a permis pour eux un énorme moment de laisser aller, quoi. Pour une fois, ils n'ont pas cette charge de devoir faire attention à qui est en face d'eux. Et ça, je pense que c'est très important. Et c'est pour ça qu'on a besoin effectivement de plus de visibilité. C'est pour que nos familles arrêtent d'être des phénomènes de cirque un petit peu qu'on regarde et qu'on juge. Alice. Et je me dis aussi qu'en présentant une variété finalement de familles telles qu'elles existent aujourd'hui, donc que ce soit des familles LGBT, que ce soit des femmes qui décident de faire des PMA hors couple, que ce soit des personnes qui décident de faire coparentalité platonique, c'est-à-dire avoir des enfants entre amis. Sans lien sexuel, sans lien charnel. Tout à fait. Eh bien, c'est à la fois une manière, comme vous le disiez, de montrer ce qui existe déjà, mais aussi de décloisonner aussi les possibles, de se dire aussi, voilà, est-ce que, y compris pour les personnes hétérosexuelles, est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières, d'autres chemins que je peux emprunter finalement pour faire famille au-delà de cette seule famille nucléaire, d'autant que je crois qu'on gagnerait au niveau collectif, au niveau de la société en général, à interroger aujourd'hui clairement le fonctionnement de la famille nucléaire qui, au-delà du fait, on l'a dit, qu'elle n'est ni naturelle ni un invariant historique, tel qu'on essaye de nous le faire croire, est aussi loin d'être toujours un espace de refuge, ni même d'accomplissement et de sécurité. Il suffit de dire qu'aujourd'hui, voilà, on a 8 violences sur 10 que subissent des enfants qui sont faites dans le cadre de la cellule familiale resserrée. 70% dans 70% des cas, le fait d'un parent et le plus majoritairement le fait du père, que également un viol sur 2 qu'une femme connaîtra dans sa vie sera perpétré par son conjoint ou son ex-conjoint. Donc tout ça montre bien en fait finalement qu'aujourd'hui cet espace qu'on nous a présenté comme idéal, il est loin de l'être et qu'on pourrait réfléchir à comment décloisonner, comment ouvrir nos familles aussi, parce que je crois que le huis clos tel qu'on nous l'a appris de cette famille extrêmement resserrée dans son pavillon individuel, favorise aussi les abus de pouvoir, les violences, alors même que avoir davantage de référents autour des enfants, mais aussi que les adultes puissent avoir aussi d'autres piliers affectifs autour de soi, c'est une manière aussi, je crois, de lutter contre ces violences qui sont quand même un sujet majeur aujourd'hui. Oui, Isabelle, moi je cite dans le livre justement Bell Hooks, qui est donc une grande penseuse afroféministe, et qui expliquait justement que la famille élargie, c'est hyper important pour lutter contre ces violences qu'elle-même a connues, parce que ça ouvre des portes, ça permet aux enfants de pouvoir se tourner vers d'autres personnes, de voir d'autres modèles, de voir des modèles de personnes qui sont équilibrées, qui sont aimantes, et de trouver une personne avec qui on a potentiellement des atomes crochus, parce que y a des personnes qui se sentent très bien avec leur famille et proches, et tant mieux, mais en fait, parfois, c'est pas parce qu'on est dans la même famille qu'on a les mêmes centres d'intérêt, les mêmes personnalités, qu'on est compatibles. Et je rajouterais aussi, j'en ai un petit peu parlé, mais je pense que c'est très important de parler du choix. Et je recommande à ce sujet le livre de Bettina Azurli, Le temps du choix. Oui. Qu'on a reçu dans le talk d'ailleurs, c'est dans les replays si vous voulez regarder. Ah oui, tant qu'on nous imposera ce choix de la famille, tant que les gens n'auront pas conscience qu'il est possible de ne pas avoir d'enfants, tant qu'on ne parlera pas plus aussi, mine de rien, de contraception, notamment de contraception masculine, d'avortement, etc., on se retrouvera avec des gens qui ont des enfants, par accident parfois, ou volontairement, mais sans y avoir réfléchi, et qui du coup ne vont pas être nécessairement prêts à bien accueillir leurs enfants, prêts à faire preuve d'amour, surtout si on n'est pas encore malheureusement dans une société où les gens sont très cassés par des violences antérieures, par tout plein d'autres choses, et qui n'arrivent pas du coup à être aimants vis-à-vis de leurs enfants. L'amour, ça devrait pas être quelque chose justement de violent. Bell Hooks en parle très bien. Si on part du principe qu'on va punir pour punir, taper ou diminuer son enfant pour le faire grandir, ça n'a pas de sens. En fait, c'est pas ça l'amour. Et donc il y a toute cette réflexion à avoir sur est-ce qu'on est obligé d'avoir des enfants ? Qui veut des enfants ? Comment on veut les élever, et d'arrêter aussi avec tout le message de violence qui est souvent très, très lié, et d'adultisme aussi, c'est-à-dire le fait que les adultes pensent savoir mieux que les enfants qui y sont, alors que les enfants sont des êtres à part entière qui expriment des préférences et des personnalités très tôt. Donc en fait, pour moi, réinventer la famille, faire famille autrement, c'est pas qu'une question de LGBT+, même si
avec toute ma plus grande humilité, on fait le gros du boulot quand même. Hein. Ça a souvent été ça, non? Mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est vraiment repenser la place des enfants dans la société, repenser les modes de vie que l'on donne à voir, que l'on juge enviables, valides dans la société, et repenser aussi comment est-ce qu'on traite les enfants au sein des familles et comment est-ce qu'on définit les familles plus largement. Alors si je peux rebondir, ça m'amène à parler de ce qu'on fait dans les écoles, notamment sur cette notion de faire famille autrement, en tout cas de la diversité des familles. On fait des sensibilisations en maternelle autour d'un livre qui s'appelle Famille, et l'idée c'est vraiment de parler justement de tous les schémas familiaux et d'inviter avec le maître ou la maîtresse à faire une forme de médiation et donc à faire parler les enfants de leur famille. Et ce qui est étonnant, là dans les premières sensibilisations qu'on a testées, donc c'est un parcours qu'on a fait avec des enseignants, et bien en fait c'est de voir que quand on leur demande les modèles familiaux aux enfants maternels, et bien le dernier qui vient c'est celui qui est le plus représenté, parce qu'en fait les enfants s'autorisent à parler de leur famille, et là du coup il y a une découverte de cette diversité de famille. C'est le premier point. Et le deuxième point qui émane aussi de tout ça, ce sont les représentations. C'est-à-dire qu'il faut bouger aussi, et on accompagne avec Coming Up, qu'on a cofondé à côté, une société, on accompagne les entreprises sur les sujets de diversité. Et la parentalité est très intéressante. Parce que, quelques chiffres aussi, une personne sur 2 LGBT en entreprise n'est pas visible. Quand on est parent, ça veut dire que potentiellement, on est parent sans le dire. Ça veut dire qu'une personne sur 3, une femme sur 3 qui devient mère sans avoir porté l'enfant, ne va pas demander son congé d'accueil de l'enfant. Donc on imagine en fait ce que ça représente. Et donc c'est une invitation à se dire, si quelqu'un à côté de moi fait famille, une famille choisie, une coparentalité, du polyamour, enfin tous ces sujets-là, en fait, je vais sortir de mes lunettes de présomption d'hétérosexualité ou de présomption que c'est une famille nucléaire avec un papa et une maman, mais en fait tout est possible. Et dans la formulation des questions, dans le lien qu'on va commencer à initier avec les personnes, en fait ça va tout changer. Parce que soit on va rencontrer quelqu'un, une femme, on va dire « et alors ton mari ?» voilà. Et donc en fait c'est fini. Parce que soit il y a le coming out, soit on révèle, ou soit on parle de sa famille, mais parfois on n'a pas envie en fait. On n'a pas envie d'en parler systématiquement. Et juste une question qui ouvrirait, changerait absolument tout dans la relation. Oui, je pense que tu viens aussi de parler de modèles familiaux dont on n'a pas trop parlé. C'est les modèles de famille avec plusieurs parents. Oui. Donc on a le couple, je pense que tout le monde l'a en tête. On a un quart des familles qui sont des familles monoparentales. Donc c'est juste en fait absolument énorme, que ce soit 3/4 suite à une séparation ou un décès, et 1/4 parce que ça a toujours été comme ça. Je pense peu par choix, même si ça n'a pas été chiffré, mais beaucoup aussi parce que juste, je sais pas, on ne sait pas qui est le partenaire se casse avant la naissance, etc. Mais à côté de ça, on a aussi des familles, et c'est négligeable, mais je pense que ça va augmenter de plus en plus, des familles où il y a 2 couples de parents qui vont faire des enfants ensemble, par exemple un couple lesbien, un couple gay, qui vont avoir des enfants ensemble, une célibataire avec un couple, des trouples aussi, des gens qui sont dans des relations romantiques à 3. Et en fait, tous ces modèles-là, on ne les voit pas. Parce que déjà, il y a une énorme pression sociale qui fait que c'est très difficile d'assumer ce genre de relation, qu'il n'y a pas de protection légale, ou à peine. On a ce qu'on appelle le partage d'autorité de... C'est ça, partage d'autorité de l'enfant, je crois. Tout d'un coup, j'ai un doute. Qu'on peut obtenir devant un juge pour un parent, et qui est loin d'être le même statut parental, et que du coup plein de personnes... C'est pas les droits parentaux pleins, enfin c'est vraiment bizarrement fait. Quoi. Et c'est qu'un parent. Alors là, il y a eu une jurisprudence où ça a été 2 parents dans le cas d'un couple lesbien et un couple gay. Mais là encore, ce week-end, je parlais avec avec un couple d'hommes gays, et en fait ils disaient on n'a même pas cherché pour le deuxième père parce que ça n'apporte pas grand-chose en fait. Dans tous les cas, s'il y a une séparation, s'il y a un problème, on ne sera pas protégé. Donc pour toutes ces familles-là, effectivement, on ne va pas le dire à l'entreprise nécessairement, parce que si l'entreprise n'est pas ouverte d'esprit, on ne va pas se sentir à l'aise, on va avoir peur des conséquences, parce que c'est pour ça aussi, une personne sur 2 n'est pas out au travail. Parce que ça peut avoir des conséquences sur sa carrière, sur l'atmosphère au quotidien. Et donc c'est aussi important de parler. Voilà, je voulais juste qu'on refasse un petit peu le focus sur ces petites familles, ces grandes familles. Je ne sais pas pourquoi je dis petites familles, de façon très paternaliste. Je voulais revenir aussi sur... on a parlé du choix, on a parlé... parce que dans un peu tout ce qu'on dit, je ne vais pas dire que c'est tout rose, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on a dit, mais on a l'impression que tout est possible,
On peut tout faire, n'empêche que dans les faits, on vient aussi de le dire, c'est pas si simple et c'est pas si simple à découvrir non plus. Je pense à ton histoire, Marie. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus en détail comment ta famille s'est construite en deux temps, j'ai envie de dire, ce que tu disais un peu au début? Eh bien, donc moi, je suis née dans les années 80, enfin en 1980 d'ailleurs, c'est plus facile à compter. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait peu de représentation, enfin pas de représentation lesbienne en tout cas, clairement. Il y avait des représentations gays, mais c'était très lié au VIH à cette époque-là. Et voilà, donc une famille de 5 enfants, assez traditionnelle et de manière, je dirais, assez simple. À 22 ans ou 23 ans, je me suis mariée avec l'homme, quelque part un peu l'homme de ma vie, du coup, qui restera l'homme de ma vie, je lui confirme. Et voilà. Et donc, puis quelques années après, on a eu 2 premiers enfants, puis un troisième à 35 ans. Et c'est à 36 ans que j'ai découvert un nouveau monde, une version augmentée de ma vie, en tombant amoureuse d'une femme. Alors, il y a le fait de tomber amoureuse d'une femme qui déjà déclenche comme du coup forcément pour moi parce que je ne vis pas le polyamour, mais ça pourrait être différent pour d'autres, mais qui déclenche pour moi une séparation et donc aussi un divorce et une séparation pour les enfants qui a aussi des conséquences forcément pour eux. Mais par ailleurs pour moi en fait de découvrir ça c'est un nouveau monde, c'est comme une troisième dimension en fait qui arrivait, ou une terre ronde alors qu'avant elle était plate. C'est vraiment c'est fou parce qu'en fait c'est comme si ça m'alignait. Voilà. Alors que jusqu'à maintenant, avec tout ce que j'avais déjà fait, expérimenté et tout, je me sentais toujours un peu en décalage. En tout cas, je ne le percevais pas comme ça, mais aujourd'hui, je peux le dire. Il y avait des choses que je ne comprenais pas. Donc ça, c'est vraiment un nouveau monde qui s'ouvre. Et une séparation. Et en fait, ce qui était compliqué, c'était de vivre les deux. C'était d'accepter son homosexualité, enfin mon homosexualité, en même temps que cette séparation, qu'une société, là où j'étais, enfin quand j'ai une société, pas l'entreprise, mais quoique aussi, mais en tout cas un espace dans lequel je vivais, un écosystème dans lequel je vivais, qui avait des difficultés à entendre en fait ce changement de vie et des conséquences que ça pouvait avoir pour les enfants aussi, qu'on n'aurait pas entendu si j'étais partie pour un autre homme, alors quoi qu'on aurait dit beaucoup de choses si j'étais partie pour un autre homme, mais peut-être moins quand même. Et voilà. Et après, j'ai commencé à construire d'autres modalités de vie. D'abord avec une première compagne avec qui je vivais, pour le coup, sous un même toit et avec les enfants une semaine sur 2. Et puis maintenant, depuis 2 ans, avec une nouvelle compagne qui vit à Paris, je vis à Lyon, et on a les enfants. Voilà, donc on a une répartition du temps qui est après répartie en 4 temps. Un temps où je suis seule. Et c'est génial parce que j'ai du temps pour moi, pour mes projets, pour tout ça. Un temps où je suis seule avec les enfants. Et c'est génial comme ça aussi parce que c'est un temps à nous, un temps où on est avec ma compagne, et puis un temps où on est à 2. Et j'avoue que cette répartition du temps, si j'avais pu l'inventer, je l'aurais inventé. Alors je l'ai créé et c'est venu aussi par les rencontres. Et ça amène beaucoup de richesse. Déjà du temps pour soi, du temps pour les enfants, du temps pour son couple aussi, qui est important pour moi. Et puis en fait beaucoup de discussions, de dialogues, voilà. Et en fait dans les lectures, dans les rencontres, et donc aussi au travers du collectif, j'ai fait un nombre de rencontres qui est génial. Enfin pour moi c'est un cadeau, ce collectif, c'est une famille choisie. Elle m'a énormément soutenue. Alors pas au début parce que je l'avais pas créé encore, pas cofondé, mais après quand même dans le chemin. C'est un espace où on peut déposer ses difficultés, déposer ses craintes, voilà. Et en fait, on n'attend pas forcément de réponse, on l'a juste déposé dans un endroit qui est safe et qui est ouvert à la discussion. Et donc ça a été un moment incroyable. Et puis les lectures, encore une fois, je reparle de ce terme de allo-parents qui je trouvais représentatif. C'est qu'en fait, on réfléchit à notre façon d'être, à nos choix quotidiens, notre façon d'être au monde, et d'accompagner aussi les enfants. Mais c'est la lecture, c'est les rencontres qui mettent des mots, qui ouvrent à de nouvelles expériences et qui permettent de créer son propre chemin. Et c'est souvent ce qu'on dit aussi au sein du collectif et pour le festival, c'est les alliés, les parents, les futurs parents, n'attendons pas en fait d'être concernés pour se renseigner, parce que déjà ça va nourrir sa propre vie, mais 2, voilà, venir au festival quand on est allié, c'est découvrir tout ça, et c'est d'une richesse phénoménale. Et c'est de découvrir, je me permets, excuse-moi, découvrir justement, s'inciter à une réflexion
que en tant que peut-être cisgenre hétérosexuel dans une famille typiquement nucléaire, on n'a pas forcément parce que ça nous vient pas à l'idée, mais qui en fait serait bonne pour n'importe qui. Oui, mais pas que, si je peux me permettre. T'en prie. Pas que, parce que même dans notre, je dirais dans nos familles, dans les autres familles qu'on réinvente, on a à se nourrir des autres familles. On a aussi à s'emparer des sujets des autres. Parce que aujourd'hui, je pense à l'accès je pense à la PMA, par exemple. Ouais. Aujourd'hui, c'est la PMA pour toutes. Bah non. En fait, clairement pas. Ça l'est pas. Et il faut que celles qui aujourd'hui ont accès, et encore franchement, même aujourd'hui, les femmes les plus privilégiées, blanches, en couple, voilà, n'ont pratiquement plus accès à la PMA en France si on veut un donneur anonyme. Hein, donc, faut quand même se le dire. Et puis les temps d'attente, c'est terriblement. Voilà, mais ça, c'est une partie infime dans toute la communauté, je parle des parents trans, de la GPA quand même, qui est loin d'être autorisée et facilitée, et puis en plus on entend des choses en ce moment qui sont inentendables, inaudibles. L'adoption, on en a parlé tout à l'heure. Donc on a aussi, je pense nous toutes et nous tous, à s'emparer des enjeux des autres et à en parler, quoi. Et puis, ce qui est super intéressant, c'est de voir que pour une partie des jeunes, et quand je parle des jeunes, ça veut être des 3-4 ans, mais aussi des personnes qui vont être adolescentes ou jeunes adolescentes, alors surtout des femmes ou des personnes trans ou non-binaires, qui ont grandi avec cette visibilité. Et qui du coup ne s'imaginent pas du tout la famille de la même façon. Et moi j'ai constamment en fait des jeunes qui ont 17-19 ans et qui... hétéros ou pas, cis ou trans, viennent me voir, LGBT ou pas, enfin voilà, LGBT ou pas, qui viennent me voir et qui me disent je réfléchis à, quand j'aurai 30 ans, avoir un bébé seul, parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que je devrais attendre de trouver la bonne personne, pourquoi est-ce que mon désir d'enfant devrait être conditionné à celle de l'autre, parce que je pense que c'est trop compliqué d'avoir un enfant avec un homme, parce que j'ai envie de décorréler la parentalité avec la vie romantique, vivre les deux séparément. Et ça, je trouve ça absolument dingue, qu'il y ait des personnes qui, dès le début, dès leur adolescente, se construisent déjà en se disant « je veux me laisser cette porte ouverte » ou « c'est le chemin que je veux » et qui après vont avoir une dizaine d'années devant elle pour se préparer. Et là, j'entendais, lors d'une rencontre récemment, une personne qui, je pense, avait 20 ans et qui me disait qu'elle voulait élever des enfants avec des amis. C'est effectivement quelque chose dont j'avais parlé pendant la conférence d'un homme asexuel aromantique aux États-Unis qui ne voulait pas faire de GPA parce que c'est autorisé là-bas et voulait faire des enfants avec un couple. Et finalement, c'est un couple cis et hétéro sans problème de fertilité qui a décidé d'avoir un enfant avec lui. Donc, ils ont eu l'enfant biologiquement, le couple au sein du couple. Et puis, dès que l'enfant est né, en fait, ils ont fait en sorte que David, puisque c'est son nom, puisse adopter l'enfant. Et ils ont acheté une maison ensemble, ils vivent ensemble. Ils ont créé vraiment quelque chose de très beau et de très égalitaire à trois. Et donc, suite à cette histoire, elle me dit, mais comment je vais faire autour de moi ? Il n'y a personne qui est dans cette mentalité. Et en fait, je lui dis, mais c'est ça qui est magique, c'est que là, tu as 20 ans. Et c'est-à-dire que tu as 10 ans pour faire comme David et te construire un cercle d'amis qui correspond à tes valeurs pour parler de ton projet et attendre que peut-être un jour, une personne ou un couple aura envie d'un enfant et se dise, et si je rajoutais David, et si je rajoutais cette personne à qui j'ai parlé dans le mix, et si on faisait famille ensemble. Et c'est pour ça aussi que c'est hyper important d'en parler. C'est parce que plus on en parle tôt, plus les gens savent déjà que toute la diversité qu'il peut y avoir, savent qu'elles peuvent réfléchir à ce dont elles ont envie et du coup se créer leur modèle et se donner les moyens d'avoir un modèle parce que, on l'a dit, en France, la PMA, si on ne veut pas aller à l'étranger, ce qui est quand même le cas de la majorité, je pense, des personnes célibataires et des couples de femmes, parce qu'on n'a pas l'argent ou qu'on n'a pas envie, une PMA, il faut s'y inscrire des années à l'avance pour avoir une place parce que le gouvernement n'a pas donné de budget supplémentaire pour la PMA, donc on est face à des goulots d'étranglement. Si elles veulent faire de la coparentalité avec quelqu'un qu'elles ne connaissent pas, eh ben, il faut prendre son temps d'aller sur des sites de rencontres, de rencontrer des gens, d'en parler, de vraiment s'assurer qu'on va être capable en fait de tenir pendant des années. Là encore, ce week-end, je parlais avec quelqu'un qui disait, il y a un moment, après, il avait passé 3 ans à chercher une femme avec qui avoir un enfant, et à un moment, il a failli baisser les bras jusqu'au moment où il a rencontré la bonne personne. Et je pense que c'est le cas aussi de beaucoup de personnes où on n'a pas envie d'attendre, on ne trouve pas la bonne personne, et puis du coup, le projet, il part. Et le deuil, il n'est pas facile à faire quand on a envie d'un enfant. Parce que là, on a effectivement parlé de toutes les belles choses qui peuvent être faites, oui, mais il faut aussi parler de toutes les personnes qui n'y arrivent pas,
qui n'y arrivent pas parce que on a mis toutes les économies des parents, des grands-parents, de tout le monde pour faire une GPA. Et puis la GPA, elle coûte un bras aux États-Unis, au Canada, dans d'autres pays, il n'y a pas la même sécurité. En tout cas, ça coûte aussi un bras. Et au bout d'un moment, il n'y a plus d'argent. Quand on dit un bras, c'est entre 100 et 150 000 euros. Ouais. C'est important de le bien dire. spécifier. Et ça, c'est quand ça se passe bien. En fait, ça coûte une maison plus qu'un bras. Ouais, ça c'est quand ça se passe bien parce qu'on a aussi le risque, notamment aux États-Unis, que l'enfant naisse prématurément. Et là, les frais d'hospitalisation, c'est lunaire en fait. Et on se retrouve avec des parents, parce que c'est pas autorisé en France, qui du coup se trouvent endettés et endettent toute leur famille, etc. Des personnes qui ne veulent pas de GPA pour des raisons qui leur appartiennent, et souvent des raisons économiques aussi, et qui du coup vont attendre une adoption, notamment pour des couples gays, qui ne va juste jamais arriver, des personnes des personnes trans pour qui aussi la PMA n'est pas ouverte. À l'étranger, c'est pas nécessairement aussi beaucoup plus facile. Donc on a énormément de personnes pour qui c'est encore compliqué d'avoir ce projet de parentalité. Et je parle aussi de la coparentalité. Trouver quelqu'un, c'est pas tout le temps évident. Moi, je sais, je me suis lancée dans une coparentalité avec le meilleur ami d'une amie qui lui-même, j'aime bien le rappeler parce que c'est justement, on en revient à cette idée que c'est pas des façons de faire famille neuve. Lui-même avait été élevé en coparentalité par un homme gay et une femme lesbienne qui s'étaient rencontrés sur un site de petite annonce. Et qui, du coup, s'était dit, j'aime bien cette façon de faire famille, ça va marcher pour moi, je vais reproduire. Et qui, finalement, entre 2 inséminations, m'a dit, non, en fait, j'ai pas envie d'avoir un enfant maintenant et je crois que j'aimerais bien attendre peut-être d'être en couple. Tout ça, en fait, ça rajoute des délais. C'est des frustrations, c'est des déceptions. Il faut retrouver après quelle est notre autre stratégie. Peut-être que le temps passe et qu'on n'a plus l'âge, on n'a plus la fertilité aussi. Donc, je pense que c'est aussi important de dire que tant qu'on n'aura pas un meilleur, plus de droits, en fait, les droits reproductifs en France sont loin d'être acquis pour toutes les personnes. Justement, ça me fait penser, il y a des gens pour qui faire une famille, c'est un objectif de vie. Il y a des gens, leur objectif de vie, c'est faire carrière, ça va être, je sais pas, voyager, voir certaines choses. Il y a donc des gens qui peuvent renoncer à leur objectif de vie parce qu'ils n'ont pas les modèles, parce qu'ils n'ont pas, la possibilité tout simplement, que ce soit effectivement dans tous les différents modèles de famille dont on a pu parler. Alors je ne sais pas si parmi des personnes que peut-être au sein du festival en collectif ou des échos vous avez pu avoir, des gens qui ont renoncé à ce projet-là parce que pas assez de modèles, quoi. Ou pas assez de, de possibilités. C'est la majorité. Alors j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les choses bougent un peu. Par exemple, il y a 10 ans encore, je pense, ou même peut-être 20 ans, être LGBT, c'était rayé de la carte d'être parent, et pas en même temps. Donc, il y en a beaucoup qui ont renoncé à leur vie sexuelle et affective et romantique pour être parents, clairement. Oui, et je veux dire qu'ils ont fait semblant d'être hétéros ou qui se sont convaincus d'être hétéros pour se mettre en couple avec une personne de l'autre sexe et avoir des enfants. C'est ça que tu veux dire. Exactement. Voilà, c'est important de le repréciser. Et pour certains qui, comme moi, à 35 ans ou 40 ans finalement, ou 50 ans, parfois décident de revenir, ils sont parents. Après, je pense aussi à... nous, on a travaillé notamment en préparation du festival avec une association qui s'appelle Wasla et qui accompagne les personnes LGBT des pays arabophones. Mm-hmm. Et on a fait un atelier parce qu'ils sont invités sur le festival pour dessiner les familles. Et je me souviens de ce moment, c'était très émouvant, où c'était vraiment un atelier de co-construction, où on dessinait, on s'invitait à dessiner nos familles. Et en fait, ils disaient, mais je ne peux pas imaginer ça, parce que moi, ma famille, aujourd'hui, elle m'interdit d'être ce que je suis. Donc, imaginez que demain, je puisse faire famille, c'est génial de le voir, donc on ne l'aurait plus, mais pour moi, j'ai encore du mal à pouvoir me penser faire famille, à l'imaginer. Et ça, on voit bien aussi du coup d'où on vient, là où on en est nous, et comment il faut aussi qu'on trace et qu'on soit représenté, qu'on soit visible pour les autres aussi. Oui, et ce que tu dis, c'est très juste. On a parlé de différents facteurs légaux, économiques, etc., qui font qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas d'enfants, ou alors que quand on est prêt, on se lance et qu'on arrive au bout et qu'on est trop âgé pour y arriver. Cette histoire d'avoir une famille qui ne nous accepte pas, c'est très difficile. J'ai une amie justement marocaine pour qui le poids de la famille, qui était une famille très violente sur ces sujets, le temps en fait
qu'elle soit à l'aise dans sa peau en tant que personne queer en couple avec une femme. Puis le temps après qu'elle règle ses affaires avec sa famille et qu'elle se permette de leur dire vous ne me harcèlerez plus, vous ne m'intimiderez plus, je suis avec une femme et je vais avoir une famille, et bien tout ça en fait elle arrive à l'âge limite. Elle arrive déjà à un âge où elle a des problèmes de fertilité, où elle ne peut plus. Et donc là, on se retrouve effectivement face au poids des familles qui peuvent empêcher ce genre de projet. Même si à la fin, on décide qu'on s'en fiche de la famille, qu'on va être en rupture, parfois juste le temps d'arriver à cette réalisation, c'est déjà, entre guillemets, trop tard, quoi. Et il s'avère d'ailleurs que souvent que c'est un point de recontact, de renouveau dans le contact avec sa famille pour les personnes queer quand les enfants arrivent. Parce que ça remet dans une forme de norme, et donc ça rassure. Il y a des choses à se dire aussi qui réunissent. Et donc c'est assez étonnant, en fait, le nombre de témoignages qu'on a comme ça, de se dire, en fait, une fois que les enfants sont arrivés, le sujet s'est déplacé quelque part. Et c'était beaucoup plus facile. Et parfois les enfants et les enfants des autres frères et sœurs. Plein de fois où c'est juste quelqu'un dans une famille de 2 enfants, la sœur par exemple va avoir un enfant et du coup elle va inviter son frère qui ne parlait plus à sa mère et donc du coup le frère et la mère se reparlent et en fait la mère réalise que c'était un peu ridicule de se couper comme ça de la vie de son enfant et donc il y a plein de schémas comme ça où effectivement les grands-parents n'ont pas envie de se priver de leurs petits-enfants et sont rappelés à ce que c'est réellement que la famille, quoi. Je voulais qu'on revienne un peu sur la question de l'amitié parce que c'est hyper intéressant aussi. Donc, tu as beaucoup bossé sur ça, toi, Alice, et tu parles en gros, l'idée dans ton livre, c'est que les relations d'amitié peuvent apporter tout autant, sinon plus que des relations d'amour, sont des relations d'amour, sauf qu'en fait, elles ne sont pas reconnues comme telles. Dans l'imaginaire collectif, on a des amants, des amoureux, des amoureuses, on a des amis. Mais au final, c'est une relation qui a moins de poids, qui a moins de valeur. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Oui, dans la construction qu'on a aujourd'hui de nos sociétés, on a une vraie hiérarchie qui est faite finalement dans nos relations où l'amour romantique, le couple est en fait placé en haut de la pyramide, présenté comme ce qui est censé être notre quête prioritaire de notre vie, la promesse du bonheur, de l'accomplissement de soi, d'être pleinement complet et surtout complète, parce que c'est aussi une injonction très forte pour les femmes, et où toutes les autres finalement relations autour sont un peu amenées à être délaissées sur le chemin de ce travail de l'amour romantique et puis de cette mise en conjugalité, etc. Ce qui fait que in fine, voilà, on a une forme de dévalorisation de ces autres liens que moi je considère être effectivement des liens d'amour à part entière, et aujourd'hui de nombreuses personnes décident en fait de vraiment de réinterroger cette dévalorisation de ces liens-là, de se dire, et notamment dans un processus aussi où on considère que la famille, c'est peut-être pas uniquement le fait d'avoir des enfants, qu'on peut aussi faire famille à plusieurs sans avoir aucun lien du sang, sans être forcément dans un projet de parentalité, et que c'est finalement tout aussi valable. Peut-être pas aux yeux de la société, mais en présentant de nouveaux récits, finalement, on peut aussi se rendre compte, voilà, que ces familles choisies, ces cercles électifs qu'on peut avoir avec des amis autour de soi, c'est tout autant un foyer finalement que ce qu'on peut avoir avec des enfants ou dans un couple très très classique. Et donc en se permettant ça aussi, en se permettant de se dire, je suis pas forcément obligée d'attendre d'avoir un partenaire romantique pour construire des projets de vie à long terme, pour décider de faire un achat immobilier, parce que souvent en fait on nous dit tellement que l'accomplissement de notre vie, ce sera finalement l'amour romantique, qu'on peut attendre toute notre vie, en fait, finalement, que ce partenaire arrive pour commencer à amorcer des projets. Et bien, aujourd'hui, on a, et notamment dans les jeunes générations, des personnes qui se disent, dès 25 ans, avec tel ami, on a décidé d'acheter, de se projeter à acheter un appart ensemble, pourquoi pas penser un déménagement ensemble, pourquoi pas ensuite potentiellement penser la parentalité, mais c'est pas forcément obligé qu'il y ait ça en fait finalement dans le tableau pour que ça fasse malgré tout une famille en soi, et donc en faisant ça, ces personnes-là
dessert aussi un petit peu l'étau, cette pression qu'on peut avoir au couple, quitte à parfois déjà c'est très coûteux en termes financiers, etc. Cette quête de l'amour romantique, notamment pour les femmes, le date, s'épiler, tout le travail esthétique qu'on nous demande, c'est coûteux émotionnellement aussi quand finalement on n'y arrive pas ou que ça se présente pas, parce qu'en fait ça se présente pas toujours finalement l'amour romantique et puis c'est coûteux aussi parfois dans certaines relations hétérosexuelles où finalement les choses ne sont ni égalitaires ni finalement très satisfaisantes. Et ça, moi j'ai de nombreuses femmes que j'ai rencontrées pour l'ouvrage qui racontent ça, qui se disent bon, ok, mes relations hétérosexuelles notamment, elles se sont pas très très bien passées. C'est peut-être pas finalement la pierre la plus stable sur laquelle poser mes pieds pour construire ma vie. Pourquoi est-ce que je m'autoriserais pas à ouvrir un peu le champ et à me dire tel ami avec qui on s'entend hyper bien, on a partagé tellement de choses ensemble, on a tellement traversé, pourquoi est-ce que ce serait pas avec elle que je construirais ma vie tout simplement. Et je crois que c'est des chemins qui sont très fertiles, qui peuvent être tout aussi, voire parfois beaucoup plus joyeux en fait finalement que la seule autoroute qu'on nous présente. Et je me permets de rebondir parce que donc, tout ce que Dia a dit, c'est des choses qu'on a tout à fait en commun dans nos deux ouvrages. Moi, j'ai voulu dans mon livre, parce qu'aussi ça résonnait avec mon expérience personnelle, montrer que cette façon de faire famille, au-delà du couple romantique, dont le titre post-romantique de mon livre, ça peut être l'amitié, mais ça peut aussi être d'autres types de relations. Et par exemple, ce qui arrive très fréquemment, c'est des gens qui sont très proches de leurs frères et sœurs et qui aimeraient construire quelque chose ensemble et qui vont pas forcément oser le faire parce que y a toujours cette idée notamment de deux sœurs qui vivraient ensemble, que ce seraient des vieilles filles un peu sorcières qui auraient raté leur vie ou parce que ça je l'ai très bien vécu parce qu'à un moment on avait réfléchi avec ma sœur vivre ensemble temporairement et toutes les personnes plusieurs personnes autour de nous ont dit mais est-ce qu'elle va pouvoir vivre sa vie si vous vivez ensemble, est-ce qu'elle va pouvoir continuer à avoir des dates et des trucs? Et je dis mais en fait on parle de faire une coloc. Oui. Donc oui, il y a un enfant dans la coloc, mais oui, je suis sa sœur, mais bon, ça ne change rien, c'est une coloc, ça n'a jamais empêché quiconque d'avoir une vie intime. Et puis après, on a toutes les difficultés aussi, donc tu as parlé d'acheter des appartements. Et c'est, encore une fois, on se retrouve face à des murs, parce que pour vivre ensemble, que ce soit entre frères et sœurs, entre amis, à plusieurs familles, avec ou sans enfants, et bien en fait, on se retrouve à la fois face à un manque d'offres. Il y a peu de logements qui sont pensés pour autre chose qu'une famille de deux parents avec deux enfants. Et d'ailleurs, ça se retrouve aussi pour les colocs, le nombre de colocs où on est là, qui va prendre la grande chambre, parce qu'il y a une grande chambre et deux petites chambres. Il n'y a pas effectivement d'endroits qui sont pensés pour des colocs où il y aurait peut-être un grand salon et un petit salon pour que deux personnes à la fois puissent avoir une vie sociale. Il n'y a pas d'endroit où on pourrait avoir deux ou trois familles ensemble. Quand on essaye d'adapter les biens, en fait, tout de suite, ça devient très compliqué parce qu'il y a des questions de PLU où les PLU, donc les plans d'urbanisme, refusent parfois les modifications parce que ça coûte cher, parce que ça veut dire acheter ensemble, parce que les statuts juridiques sont compliqués. Bon, alors là, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui avait acheté une maison à Pantin, donc en région parisienne, ce qui est particulièrement en très proche région parisienne, et qui avait acheté une maison et qui l'avait divisée avec sa sœur, ce que moi, j'ai jamais réussi à faire. Mais voilà, bravo lui, il a réussi, mais il a fallu acheter, il a fallu faire des travaux. Et voilà, il faut aussi rappeler qu'on peut vivre collectivement, mais que pour l'instant, c'est encore très difficile. Oui, puisque tout est pensé finalement pour la famille nucléaire, mais de manière générale, en fait, même l'héritage, toutes les questions finalement fiscales, mais pas uniquement. En fait, la dévalorisation des autres liens d'intimité, elle se retrouve même dans des moments très charnières, importants de la vie. Par exemple, on ne peut pas avoir de congé prévu par la loi au décès d'un ami, par exemple. Quand se pose... on peut pour un oncle qu'on n'a peut-être jamais vu. Oui, voilà. C'est quand même hallucinant. Et puis, se pose aujourd'hui beaucoup la question de la fin de vie. Comment est-ce qu'on prend en charge et comment se passe finalement la fin de vie dans notre pays? Eh bien, encore aujourd'hui, les amis qui sont parfois dans les trajectoires de certaines personnes, les personnes les plus proches ou les personnes qui ont des valeurs davantage proches finalement de la personne concernée, eh bien, les amis n'ont aucun droit de parole, en fait, finalement, n'ont pas leur mot à dire dans
les décisions médicales de fin de vie, n'ont pas de mot à dire non plus sur l'organisation de l'enterrement, par exemple, comment on va faire, etc. Et ça, je crois que ça montre bien à quel point seul à la fois le duo romantique, mais aussi la famille biologique, des liens de sang, est vraiment pris en compte et valorisé dans nos sociétés, ce qui de facto en fait exclut plein de liens qui pourtant se vivent, et on revient encore sur ça, se vivent en fait pratiquement, existent déjà aujourd'hui. Et je crois que c'est une vraie pauvreté en fait finalement. Oui, et en parlant juste rapidement, je parlais d'héritage un petit peu, parce qu'effectivement on a un système qui, pour protéger... Il y a très très longtemps, au moment de la Révolution, un peu toutes les cartes étaient sur la table. Des gens qui disaient on abolit l'héritage, juste on récupère tout l'argent quand les gens meurent et puis on répartit. D'autres qui disaient il faut protéger, puisque à l'époque c'était surtout les hommes aînés qui récupéraient tout l'argent. Donc ils se sont dit il faut qu'on protège les filles et les enfants suivants. Donc on va dire l'héritage il est distribué obligatoirement aux enfants de façon égalitaire. En réalité, bon, il y a plein de travaux qui ont été montrés que dans les faits c'est pas égalitaire, mais surtout ce que ça veut dire c'est que les enfants et les conjointes ont des très faibles taxations sur les héritages. Donc il y a beaucoup d'argent, en fait, quand la personne décède, son argent vaut beaucoup encore, parce que ça tombe dans les poches des autres. Quand on habite avec un ou une amie, par exemple, ou qu'on n'a pas de proches, ou qu'on a envie de donner son argent à des amis, là, on va être taxé à 70%. C'est-à-dire concrètement, si on habite dans la même maison, l'autre personne qui habite dans la maison va payer tellement de droits d'héritage qu'elle ne pourra plus conserver sa maison. Ça sera plus possible. Et puis, on a aussi, c'est aussi une autre façon aussi d'avoir des enfants dans sa vie. C'est intéressant de se dire, est-ce que je veux ou pas des enfants ? Est-ce que je les veux à temps plein ? Est-ce que je veux des enfants dans ma vie ou pas du tout ? Et donc, il y a pour pas mal de personnes qui se disent, moi j'aime les enfants, mais je veux pas en avoir. Donc, mes enfants, ce sont les enfants des autres. Et notamment, dans mon livre, je parle d'une personne qui est extrêmement proche d'un de ses amis, qui a... une caravane, ses amis lui ont offert une caravane qu'ils ont mis dans leur... donc c'est un couple, ils ont mis une caravane dans le jardin pour que ça soit son chez elle, chez eux. Et elle a dit, c'est les enfants de ce couple, c'est comme ses enfants en fait. Et donc, quand elle décédera, elle veut que tout son argent aille à eux. Et en fait, bon, on peut faire des petites pirouettes, on sait très bien, les gens riches savent très bien optimiser et payer le moins possible de taxes. Mais concrètement, en fait, les biens qu'elle possédera comme un appartement, etc., seront énormément taxés, et donc elle ne pourra pas donner l'argent à ses enfants, alors que pour elle, finalement, dans son cœur, c'est ses enfants, ou ses allo-enfants, peut-être, on pourrait dire. Alors, il y a, peut-être pour rebondir un petit peu sur tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, il y a 2 remarques dans le chat. Velcanivel qui nous demande, les institutions sont-elles un frein pour ce genre de relations ? Donc, tous les types de relations dont on a pu parler. Elle cite la CAF, les impôts, etc. On a un petit peu répondu avec effectivement l'impôt sur la succession. Est-ce qu'il y a, je sais pas, vous connaissez peut-être d'autres exemples, d'autres témoignages je vais rebondir parce que expliquer un peu ça. Cette semaine, c'est une semaine où je boucle des enquêtes, et donc j'ai aussi bouclé une enquête sur la précarité que connaissent les mères solo choisies, parce que pourquoi pas s'intéresser à elles pour une fois. Et en fait, elles s'indignaient toutes que d'avoir droit... À la fois, elles ont droit à certaines aides qui sont spécifiques aux parents isolés. Qui sont pas énormes, mais ça aide. Et à la fois, sur d'autres aspects, elles sont complètement laissées à l'abandon. Et par exemple, sur le logement, on sait que les mères célibataires galèrent de façon juste, j'allais dire de ouf, quoi, pour trouver des logements. Il y avait une étude de 60 millions de consommateurs qui montrait que là où, avec un même dossier, un même niveau de vie par tête, une femme célibataire allait avoir des visites d'appartements, les mères célibataires allaient avoir aucune visite. Juste les agences, tous les témoignages que j'ai eus, c'est les agences qui leur rient littéralement au nez et qui leur disent ça sera impossible, personne ne vous prendra, parce que si vous êtes au chômage, plus personne ne pourra payer le revenu. Ce qui est le même cas pour tous les autres célibataires qui n'ont pas d'enfants, mais apparemment là ça pose un problème. Et d'autre part, l'APL donc les aides au logement sont calculées par tête, mais par tête adulte, pas par tête de toute la famille. Et en fait, les personnes que j'ai interviewées se disaient mais pourquoi moi j'ai pas le droit aux APL ? Pourquoi est-ce que, puisque je vais payer le même loyer qu'un couple, pourquoi est-ce que moi, mon calcul des APL serait pas de la moitié de mon revenu, serait pas calculé en fonction, en fait, qu'on ne donnerait pas un coefficient particulier aux mères célibataires, puisque de fait, elles doivent payer un appartement de la même taille qu'un couple,
avec un seul revenu. Et donc ça, c'est tout plein de choses. Et c'est d'ailleurs ce qui est très intéressant et qui se met en place à l'heure actuelle. Il y a une proposition de projet de loi qui propose qu'on crée un statut pour les familles monoparentales, pour qu'elles aient une carte, un statut officiel qui leur permettrait d'être prioritaires dans les logements sociaux, les places en crèche. Je crois que l'appel n'a pas été mise en question, mais ça pourrait être des choses aussi qui pourraient venir de là. Avoir une carte famille monoparentale, comme il y a des cartes famille nombreuses qui permettraient d'avoir des réductions dans le train, tout plein de choses. C'est une proposition de projet de loi, c'est-à-dire que ça n'a même pas encore été présenté à l'Assemblée, donc c'est loin d'être voté. Avant qu'elle arrive même vers l'Assemblée, il y a le temps que tous les gens bougent ce qu'il y a à l'intérieur, mais en tout cas, ça prouve que voilà, exactement. Donc c'est loin d'être voté tout ça, mais ça montre qu'on peut faire des choses et que justement, s'il y avait des motivations, des politiques, on pourrait faire en sorte que les familles monoparentales soient moins précaires. Ce qui veut dire plus de personnes qui choisissent d'être famille monoparentale plutôt que de laisser tomber leur projet de parentalité parce qu'elles n'ont pas de compagnon, par exemple. Ça veut dire aussi que plus de personnes pourraient partir d'un couple dans lequel elles ne sont pas heureuses et qui peut parfois être violent parce qu'elles savent que sortir du couple, ça ne va pas les embarquer dans une situation de précarité. On sait que je crois que c'est 1/5 des familles monoparentales, des enfants vivant en famille monoparentale, 1/5 ou 1/4 sont en situation de pauvreté. Et ça, c'est juste inacceptable. Et on comprend que certaines personnes préfèrent rester dans des situations malheureuses en couple plutôt que de sortir et de menacer du coup la santé affective économique de leurs enfants. Oui, ça c'est des profils qu'on a beaucoup aussi au sein du collectif famille ou des changements de vie qui vont pas se faire parce que trop peur, voire pression et encore beaucoup d'idées reçues de si je pars et que je pars pour une femme alors que je suis une femme, j'aurai pas la garde de mes enfants. Donc beaucoup d'idées reçues qui circulent autour de ça et nous on les amène à aller rencontrer les associations qui accompagnent pour pas faire un non-choix et pour être vraiment en pleine... En même temps, c'est vrai, il y a des femmes trans notamment et des parents trans qui se voient comme les lesbiennes il y a 20 ans, aujourd'hui privées de leurs enfants parce que pour plein de raisons fallacieuses, les tribunaux décident que le parent n'est pas stable parce que trans. Donc ça arrive toujours. Mais les associations là sont là pour aider. Il y a quand même un gros travail de fait. Et j'allais revenir sur la question de la CAF, où on sait qu'a priori, notamment aussi pour les personnes trans, il y a des vrais sujets sur l'accès aux allocations. Donc là, c'est un truc sur lequel il va falloir s'atteler très rapidement. Et le contrôle aussi, c'était Le Monde qui avait fait une super enquête avec la Quadrature du Net, qui montrait que les contrôles qui étaient faits utilisent un algorithme qui dit telle catégorie de personnes est plus souvent redressée. Donc, on crée une note un peu de risque et on dit si vous êtes célibataire, que vous avez des enfants, que vous avez déménagé plusieurs fois dans l'année, etc., du coup c'est vous qu'on va contrôler en priorité. Donc en fait qui on contrôle en priorité? Toutes les personnes qui ont des parcours peu stables, parce que quand on est mère célibataire notamment, c'est parfois impossible de garder un boulot tout simplement parce qu'on n'a pas le temps de déposer tous les enfants et d'arriver au travail. Et donc en fait on se retrouve avec toutes les personnes là qui vont être plus contrôlées et de fait c'est une telle complexité et d'une telle opacité, la CAF, que ces personnes quand on se fait contrôler, on est généralement redressé parce que les gens ne sont pas au courant des règles, parce que les règles ne sont pas affichées, parce qu'elles sont incompréhensibles, parce qu'on a demandé 3 aides différentes, qu'il fallait déclarer les choses à des moments différents, le même revenu, fallait le déclarer à des mois différents selon les aides, parce que la CAF fait plein d'erreurs. Et que quand on fait appel, en fait, on ne gagne jamais les appels de la CAF. Et donc, on a face à des situations qui sont ubuesques, avec des gens qui sont endettés, qui doivent vendre leur maison pour payer des indus de la CAF. Et tout ça, c'est des choses qui ont été mises en avant. Et on sait que c'est de la discrimination, et pourtant, ça n'avance pas parce qu'il n'y a pas de motivation politique. Alors, ça ne nous empêche pas de faire famille. Mais ça rend quand même nos vies de famille beaucoup plus compliquées. Et ça n'a pas à l'être quand il y a d'autres possibilités. Ce sera la dernière question parce que l'heure tourne et il est déjà 14h04 et je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Mais ça vient d'une remarque du chat et je voulais avoir votre avis. On parlait tout à l'heure, quand on a parlé d'héritage, du fait de s'installer hors du modèle de la famille nucléaire avec des amis potentiellement ou de la famille, des frères, des sœurs, etc. Pour gérer administrativement parlant, Egawa nous dit suffit de se paxer, quasi gratuit, fait en 15 minutes en mairie.
Déjà, le Pacs, c'est à deux. Donc, si on, voilà, c'est pour moi, par exemple, les modèles de famille amicale que j'ai rencontrés étaient parfois bien plus qu'à deux, avec des personnes, par exemple, qui décidaient de partager l'habitat à 6, 7, parfois à 10, ce qui rend du coup des montages financiers hyper galères, où il faut créer des sociétés, etc. Enfin bref, quand en plus, pour certaines d'entre eux, de ces personnes-là, se greffe aussi un projet professionnel collectif, là encore, c'est encore plus compliqué. Et puis par ailleurs, oui, se paxer, pourquoi pas. Moi, il y a des personnes dans mon ouvrage qui soit ont pour projet, soit se sont déjà paxées, donc des femmes par exemple qui étaient meilleures amies et qui ont décidé d'entériner finalement leur soutien affectif et leur soutien matériel par le Pacs. Mais in fine, elles se sont bien rendues compte combien c'était perçu presque comme un caprice de la part de leur entourage. En tout cas, elles ont été très peu félicitées, comme c'est de coutume de le faire pour un couple romantique qui se paxe. Et donc, elles ont décidé aussi de faire une forme de cérémonie, comme une cérémonie de mariage ou de paxe avec leur famille, des témoins, etc., pour venir célébrer finalement leur amour amical, pour célébrer leur relation d'amitié. Et en fait, créer ces rites-là, c'est aussi très intéressant parce que ça permet de redonner des espaces de célébration à un lien, l'amitié, qui on n'a pas du tout en fait finalement dans nos sociétés, où on n'a pas d'espace finalement vraiment pour se faire des déclarations amicales, pour célébrer, pour avoir des dates clés, etc. Et elles se sont vraiment rendues compte, ce qu'elles me racontent, c'est que il s'est passé quelque chose dans cette salle où elles ont fait cette cérémonie extrêmement puissant émotionnellement en fait, où tous leurs proches après sont venus les voir, leur ont dit mais en fait c'était incroyable et peut-être que c'était ça que j'attendais depuis toujours en fait finalement, d'avoir un espace où on puisse se dire, on puisse se faire des déclarations d'amitié les uns les autres, alors que ce sont des liens qui nous accompagnent souvent pendant des années, qui ont une marque, une empreinte très très forte sur nos vies et qui pourtant échappent à l'entièreté de nos rites sociaux, sont totalement invisibles en fait finalement dans nos organisations sociales. Oui, je pense que c'est important ça, recréer des rites, recréer des célébrations, que ce soit effectivement juridique ou pas. Moi, dans mon livre, j'ai un témoignage de deux meilleurs amis, un garçon et un homme et une femme qui l'ont fait sans aspect juridique et qui ont fait ce qu'ils appelaient un fake mariage, effectivement dans une maison de campagne avec tout le tralala, la fête entre guillemets. Ouais. Et puis la fake proposition avec tous les codes les plus clichés des comédies romantiques, et que tout le monde a vécu a été ému, dit que c'était le mariage le plus émouvant qu'ils aient vu. Mais ça peut aussi prendre d'autres formes. Moi, par exemple, j'ai organisé ce que j'ai appelé un famillage, donc IH comme dans mariage, sauf que pour ma famille, puisque j'ai toujours su en fait depuis toujours que j'allais pas me marier en fait, sauf à des rares moments de ma vie où la pression sociale m'a poussée à me dire peut-être que ça serait bien quand même. Et je trouvais ça d'une grande injustice, d'un, de pas avoir le droit, moi, de faire une grande célébration, réunir tout le monde, de deux, parce que j'avais envie, en fait, de lancer la famille que je créais avec mon enfant et qui, je savais, était au complet en fait. Généralement c'est le mariage qui lance la famille et puis après on rajoute les enfants. Moi c'est l'arrivée de mon enfant dans ma vie qui marquait le début de notre famille, et je voulais du coup créer une cérémonie dans laquelle toute notre famille soit entourée autour de nous et qu'on puisse marquer le début ensemble dans la famille, donc c'est stricto sensu de moi et mon enfant, plus large avec nos très proches, et puis après avec toutes les personnes qui vont faire partie de nos vies. Et du coup je trouvais que c'était hyper beau en fait de faire cette célébration. On a loué un lieu, on a mis des ballons, on a fait des discours, ma mère a pris une chanson et a réécrit les paroles avec ses copines et elles ont toutes chanté, et ça a vraiment créé quelque chose de très beau et de très impliquant aussi. Et je pense que c'est important de parler de ça aussi parce que, comme tu le disais, ça permet aux gens de mieux comprendre. En reprenant un petit peu les codes traditionnels, ça permet, en leur donnant de l'importance aussi, donnant de l'importance en voulant célébrer en fait les modes de vie qu'on a choisis, les liens d'amour qu'on a avec d'autres personnes, ça permet aux gens de mieux les comprendre et de mieux s'intégrer. Et moi, ce que je dis souvent aussi, c'est que pour tous ces modes de vie, en fait, où on ne veut pas être fermé sur le noyau, un papa, une maman, ou dans un cas d'un couple homo, deux mamans, deux papas, il faut laisser les gens entrer. Si on dit, comme on le dit de plus en plus souvent, il faut tout un village pour élever des enfants, il faut ouvrir les portes de la maison pour que la maison puisse s'intégrer dans un village. Et faire ce genre d'événement, ça permet aux gens de comprendre qu'ils ont vraiment leur part et de leur dire, venez, vraiment,
vous faites partie de notre famille. Et c'est comme ça qu'après, moi, je vois mon enfant parfois est gardé 24 heures par des amis, parce que ses amis ont compris que c'était aussi un petit peu leur enfant. Et que on faisait tous partie de la même famille. Et donc, ça crée une proximité que je vois très peu dans des familles traditionnelles en couple. Et puis réinventer ces rites-là, ça peut être aussi une manière de penser aussi, ou de penser avec P-A-N-S-E-R, de penser aussi des souvenirs douloureux en fait finalement dans la famille classique hétérosexuelle, dans la famille traditionnelle. C'est le cas par exemple de personnes queer qui décident par exemple de refaire des Noëls entre amis avec cette idée que pour elles, Noël a toujours constitué un moment plutôt douloureux, difficile, où il fallait constamment... c'est souvent le moment de tension familiale voilà, c'est par ça, excellence. Et puis se justifier constamment sur son identité, etc., avec l'oncle, avec machin. Et où, en fait, ces personnes se disent, pourquoi pas recréer notre Noël à nous, avec notre famille choisie, et en faire quelque chose de beau, en faire un moment de célébration agréable, finalement, dans l'année, où, encore une fois, on se fait des déclarations d'amour amical les uns aux autres, et au-delà du fait de... Ce n'est pas venir singer, en fait, finalement, la famille traditionnelle, mais c'est peut-être venir la hacker de l'intérieur, en se disant on n'a pas forcément besoin des liens du sang, des liens biologiques, et on n'est pas forcément aussi dans un lien très vertical avec la figure du patriarche tout en haut, etc. Et on peut réinventer une famille qui est différente et qui est plus émancipatrice, et qui est à la fois un espace de refuge et puis un espace d'euphorie aussi. Marie. Et juste quand j'entends parler de tout ça, moi je trouve ça absolument génial. C'est qu'on a deux voies parallèles en ce moment quand même. On a deux mondes parallèles. On a ces questions-là qui sont d'une richesse incroyable. On parle de rites, finalement, on parle de quoi quand on parle de rites? De choses qui ont été faites pendant des générations et des générations. Donc ça, c'est fascinant. Et à côté de ça, il y a quand même la réalité d'aujourd'hui qui fait que si on a un enfant malade, il n'y a qu'une personne, enfin deux personnes en l'occurrence, qui peuvent aller à côté de cet enfant. Et c'est pas forcément la personne. Il pourrait y en avoir 4 en coparentalité, 4, ça pourrait être une sœur. Des alloparents. Exactement, voilà. Et ben aujourd'hui, ce n'est pas possible. Au final, c'est pas vraiment les parents qui décident qui doit être responsable de leur enfant. Bien sûr. En fait, oui, alors que normalement, on fait un enfant. C'est notre responsabilité. Si moi je fais un enfant, c'est de ma responsabilité de m'en occuper et de dire telle personne et telle personne ou telle personne et telle personne est responsable et est capable de prendre voilà. Et en fait, c'est encore une fois, on le voit très bien dans toutes les mesures qui sont prises, on ne prend jamais en considération les besoins des enfants. On met tout sur leur dos, soi-disant, c'est pour le bien des enfants qu'on doit interdire à telle et telle personne d'avoir des droits, mais en réalité, on ne pense jamais aux enfants. Ce qui fait que concrètement, n'avoir qu'une seule personne qui peut aller s'occuper d'un enfant quand il est malade, ça nuit à l'enfant en fait, parce que ça veut dire qu'il y a moins de personnes qui potentiellement sont disponibles pour s'en occuper, que cette personne va pouvoir moins s'en occuper, et toi ça nuit à l'enfant. De même que le fait que les congés de naissance, congés maternité, etc. Soient si restreints, ça nuit aussi. Une personne, moi, donc, je le vois bien auprès de toutes les personnes célibataires disent, mais en fait, pourquoi est-ce que nous, on n'a pas le droit à un congé paternité qui se rajouterait à notre congé maternité? L'autre enfant, dans les autres couples, vont avoir le droit à tant de jours, tant de semaines, et nous, notre enfant, parce qu'il a qu'un seul enfant, parce qu'il a un seul parent, il a le droit à moins de jours avec ses parents. Mais ça n'a pas de sens en fait, et on voit très bien que c'est pas du tout la direction que sont en train de prendre Macron et son équipe pour réarmer démographiquement la France. Mais parce qu'il y a encore un vrai réflexe propriétaire en fait finalement sur l'enfant, qui est un réflexe propriétaire de la cellule conjugale normée, où ce sont seulement les parents qui ont presque tout pouvoir en fait encore sur l'enfant, peuvent décider d'entièrement toute leur vie, et où finalement les autres personnes autour n'ont aucune espèce de protection sur leur lien avec l'enfant, et l'enfant pareil, aucune espèce de protection sur le lien avec d'autres adultes, les parents pouvant décider de rompre tout lien avec un ami ou avec une belle-mère, un beau-père, etc. et le rayer de la vie de l'enfant, alors même que des liens peuvent s'être créés. Et là aussi, en fait, ça aussi, c'est la famille, en fait, pour l'enfant. Les liens qui ont pu se créer avec une belle-mère, avec un beau-père, avec d'autres adultes qui ont été dans le champ, finalement, de son quotidien. Mais on ne leur demande pas vraiment leur avis aux enfants. Ça, oui, c'est un peu tout le problème, et je pense qu'il va falloir qu'on arrête là, mais à quel moment est-ce que justement on prend en compte tout ça, et à quel moment on laisse le choix à l'enfant, et alors que le parent est censé être responsable. C'est aussi un devoir d'être parent, on a la responsabilité de quelqu'un jusqu'à ce que
bon, on a décidé que c'était 18 ans, mais cette personne soit censée capable de, ça me fait rire, mais comment dire, de subvenir à ses propres besoins, et voilà. Et, bon. Donc effectivement, à quel moment est-ce qu'on pose la limite? On pourrait parler de ces sujets encore, je pense, pendant 1 heure à peu près, on y arriverait. 2-3. Ouais, 2-3 sans problème, un petit thé, et puis ça se passerait très bien. Mais malheureusement, c'est déjà la fin du stream. Mais merci beaucoup d'être venus nous parler de tout ça. Alice Rebaud, Aline Laurent-Maillard et Marie Durand. Je rappelle, le Family Pride Festival, c'est ce week-end à Pantin. Aline Laurent-Maillard, tu es l'auteur de Post-Romantique. Et je serai au collectif. Et je serai au Family Pride Festival, bien sûr. Papoter et avoir votre dédicace, j'y serai. Et puis j'y serai aussi juste pour profiter avec mon enfant. Voilà. Et Alice Rebaud, tu es aussi auteur de Nos puissantes amitiés. C'est ça. Aux éditions de La Découverte. Merci à vous qui nous avez suivis et qui avez fait plein de remarques et posé plein de questions dans le chat. C'est toujours agréable de voir que les sujets vous intéressent et vous interpellent.